Très bien, je laisse le chat là. Modifier la langue, la transcription. Je ne sais pas si ça vous sert à quelque chose, la transcription, c'est vous regardez, si vous la regardez, la suivez, je ne sais pas. Mais bon, je laisse ça. Et donc, c'est démarré l'enregistrement, le partage d'écran. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 24 mars dans le cours de Panorama de littérature française. Et aujourd'hui, comme je vais vous montrer ici, sur le programme du cours, il y a encore une mise à jour du programme. Et donc, là, le 24, on va parler de l'absurde de Camus et terminer la discussion autour de l'étranger. Et la semaine prochaine, le 29, c'est-à-dire le mardi de la semaine prochaine, je vais faire une présentation sur le réalisme, le naturalisme, les deux courants du 9e siècle, mais en comparaison avec les nouveaux romans. D'accord? J'ai mis récemment, c'était au début de la semaine, je n'ai pas eu l'occasion de vous parler, dans les fichiers, dans les documents concernant les nouveaux romans, c'est-à-dire 20e siècle, il y a un fichier pour le nouveau roman, et j'ai mis un document en portugais de Leila Perrone Moises, une professeure et critique littéraire hyper importante ici au Brésil, justement sur le nouveau roman. Donc il y a un chapitre, un essai de Leila Perrone sur les nouveaux romans en portugais. Donc si vous voulez, c'est intéressant de les lire, d'accord? Mais sinon, je vais utiliser certains essais du livre de Rob Grillet pour un nouveau roman et certains articles aussi certains chapitres de L'ère du soupçon de Nathalie Sarraud. D'accord? Donc, et le livre de Leila Perrone, en fait, je n'ai pas réussi à le télécharger tout entier, l'intégralité du livre. Donc, il y a, il me semble, si je ne me trompe pas, l'introduction et le premier chapitre. Mais ce livre, il est intéressant. J'ai vu qu'il est disponible sur Stage Virtual. Peut-être que je vais l'acheter pour moi, parce que je ne le connais pas dans son intégralité. Cela dit, donc, on entre dans la discussion d'aujourd'hui, qui est l'absurde de Camus, et on termine la discussion autour de l'étranger, c'est-à-dire la deuxième partie du livre. Donc, je commence avec le mythe. Je préfère commencer avec le mythe de Sisyphe. D'accord? Comme vous voyez ici écrit, c'est le mythe de Sisyphe. En portugais, o mito de Sisyphe. Cette figure mythologique qui est condamnée à monter un rocher en haut, au sommet d'une montagne chaque jour. Et quand il y arrive, le rocher redescend au pied de la montagne et le lendemain, il faut recommencer. Donc, il reçoit cette condamnation éternelle de faire monter ces rochers au sommet de la montagne, et puis il redescend en raison de la gravité, et il est obligé de recommencer cette tâche. Donc, le mythe de Sisyphe est un exemple on peut dire, d'une condamnation éternelle, aussi d'un effort éternel. N'est-ce pas? C'est cette figure d'une force capable de toujours recommencer du zéro, n'est-ce pas? Voilà.
Et ça me fait penser, vous êtes étudiant en lettres, vous connaissez la rencontre d'étudiants de lettres, ENEO, la rencontre nationale. Et la première fois que je suis allé, quand j'étais étudiant en licence, la première fois que je suis allé dans une de ces rencontres, on a fait dans le bus d'étudiants de FMG un prix pour, comme un Oscar de la rencontre. Et il y avait un prix qui était, c'était pas le prix Sisyphe, mais c'était Prométhée Correntado. Si je ne me trompe pas en français, c'est le Prométhée enchaîné. Et ce prix, c'était pour, il a été accordé à la personne qui avait le plus bu dans la rencontre. Então, Prometeu Acorrentado ia para a pessoa que tinha bebido mais durante o encontro, porque o Prometeu Acorrentado ele tinha aquele abutre que vinha, comia o fígado, e como o fígado regenera, está pronto para continuar a viver no dia seguinte. Donc, ça me fait penser toujours à cette tâche de recommencer. Elles sont proches, mais ce n'est pas la même chose. Donc, cet essai de Camus, c'est un essai philosophique. Donc, vous voyez ici, c'est très intéressant de travailler, raison pour laquelle je les travaille ensemble, Sartre et Camus. Parce qu'il y a un dialogue entre leurs œuvres. Sartre peut être comme un intellectuel public qui participait au débat public, on va dire sur la place publique, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu peut-être un peu plus célèbre, plus une star de la pensée, de la philosophie, de la littérature. Et comme je vous ai dit aussi, les courants philosophiques, moraux, philosophique et morale de l'existentialisme a projeté Sartre à avoir une place dans la société difficile à voir d'autres philosophes, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, ici au Brésil, nous avons plusieurs philosophes ou intellectuels, mais qui ils restent toujours renfermés à l'université ou dans des petits cercles, des pequenos círculos. Et vous voyez comment, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais peut-être avant la pandémie, Leandro Carnal était une figure comme celle-là, n'est-ce pas? Je ne compare pas Leandro Carnal avec ça, mais juste pour vous donner un exemple d'un intellectuel qui participe au débat public et qui est toujours prêt à commenter ce qui se passe dans la société, dans le monde, etc. Et nous avons en fait Mário Sérgio Cortella aussi, qui est un pote, un ami de Carnal, mais plutôt à la gauche, il y a quelques années, il y avait une figure importante qui était, aujourd'hui, elle est un peu, elle a été laissée de côté, c'est Marilena Chaui, mais elle était une intellectuelle de gauche, vraiment de gauche, et aussi Renato Janine Ribeiro, qui a été, si je ne me trompe pas, ministre de l'Éducation, mais il est prof de philosophie à Unicamp, je ne sais pas, je ne me souviens pas très bien. Donc, juste pour vous donner certains exemples ici chez nous, n'est-ce pas? Et donc, je parlais toujours de ça. Et donc, nous avons vu un peu l'existentialisme de Sartre dans le texte. L'existentialisme est un humanisme. Je vous ai expliqué, je ne vais pas réviser ça, sinon on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Par contre, je vous ai dit que l'écriture
on va dire, le style de l'écriture de Sartre était plutôt philosophique, c'est-à-dire un texte aride, dur, sec, avec des constructions de phrases un peu plus compliquées et difficiles. J'aime pas trop, moi personnellement, le style de Sartre. Et vous voyez aussi, je ne connais pas toute l'œuvre littéraire de Sartre, je connais bien les contes et les nouvelles du livre Les Murs. Je connais La Nausée aussi, mais par exemple, L'Âge de la Raison, je ne l'ai pas encore lu. Et je connais, j'ai des amis qui ont lu L'Âge de la Raison et l'ont bien aimé, n'est-ce pas? Par contre, si je pense aux œuvres que j'ai lues, Les Mots, l'autobiographie de Sartre, le livre qui est dans la dissertation, L'enfance d'un chef, La Nausée et quelques autres contes du livre Les Murs. Moi, je pense que Sartre, il a de bonnes idées, mais toujours un problème de style. C'est une écriture plutôt philosophique, à mon avis, n'est-ce pas? Par contre, je commence parlant de Sartre pour entrer dans l'œuvre de Camus. Vous allez, je vais lire certains extraits de Je lis des saisies avec vous et puis de l'étranger. On verra comment Camus est beaucoup plus efficace au niveau, je vais dire au niveau du style. C'est-à-dire, la lecture littéraire des textes littéraires de Camus est plus fluide, moi je dirais, et le texte philosophique est plus poétique en quelque mesure, n'est-ce pas? Et en plus, le texte, le mythe décisif, est reconnu ou est connu comme un essai philosophique, un insight philosophique. Donc, ce n'est pas un traité de philosophie. Et une fois qu'il s'agit d'un essai philosophique, on dit assez souvent que le genre textuel essai est beaucoup plus libre, n'est-ce pas? Depuis l'origine, on peut marquer une origine moderne de texte de l'essai en tant que genre textuel avec Michel de Montaigne, qu'on n'aura pas l'occasion de lire et de discuter ici, malheureusement. Mais si vous vous intéressez, si vous avez l'intérêt à propos de Montaigne, il y a toujours dans les fichiers un fichier Michel de Montaigne avec les essais, les 3 tomes, les 3 volumes des essais de Montaigne et une bibliographie complémentaire aussi. Mais revenons au genre textuel essai. Donc c'est un type de texte dans lequel le philosophe, le penseur, l'écrivain a un peu plus de liberté pour exprimer ses idées. Donc, il n'a pas forcément une manière philosophique de penser. Il n'est pas obligé de penser d'une manière philosophique spécifique. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de démontrer, par exemple, certains arguments, n'est-ce pas? Et ça, c'est une critique qu'on va faire à Camus par rapport au livre décisif aussi. Mais ça, c'était juste une introduction. Je vais entrer dans le texte. Et vous allez voir qu'il y a une connexion directe ou un dialogue clair entre l'existentialisme et un humanisme de Sartre et le livre décisif de Camus. J'avais dit la semaine dernière que c'était comme si Camus partait. En fait, c'est pas correct ce que j'allais dire, parce que le texte de Camus est publié en 1942.
1942. Et le texte de Sartre est publié à la conférence de Sartre, date de 1945 ou 46, mais la publication que j'ai rendue disponible à vous date de 47, si je ne me trompe pas. Donc, la réflexion de Camus vient avant la réflexion de Sartre. Voilà, 2 secondes parce qu'on m'appelle. J'imagine que c'est du supermarché. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu l'appel. C'est parce que je fais les courses en ligne et on m'appelle pour savoir si tout était bien. Voilà. Donc c'est bon. J'ai bien répondu au supermarché. Je reviens ici. Voilà, je suis désolé. Voilà. Donc, le but décisif, on avance dans le texte. Ici, il y a cette espèce d'introduction. Voilà, il dit ici au début du texte. Ce texte il est disponible là aussi. Donc, si vous voulez le lire, il est là dans le fichier YouTube. Voilà, donc on trouvera seulement ici la description à l'état pur d'un mal de l'esprit. Aucune métaphysique, aucune croyance, ni sont mêlées pour le moment. Ce sont des limites et le seul parti pris de ce livre. Donc, je mets en rouge, comme toujours, aucune métaphysique et aucune croyance. Donc, c'est la même idée de l'existentialisme de Sartre. Quand on dit ici croyance, il faut penser plutôt à l'idée de foi, la croyance à une divinité ou à Dieu ou à une force majeure, comme je disais l'autre jour. Donc, tout ce qui est au niveau religieux de la foi, la croyance, n'est-ce pas? En fait, moi, je n'aime pas trop cette utilisation du mot croyance parce que je préfère l'utilisation sociologique du mot croyance parce que c'est-à-dire toute conviction que nous avons religieuse ou pas, n'est-ce pas? Crença não é simplesmente religiosa. Isso que eu estou dizendo aqui, d'accord? Par exemple, certains postulés sociologiques ou philosophiques, ils peuvent avoir une valeur de croyance, mais ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas forcément religieux. D'accord? Je cherche un exemple à vous donner. C'est difficile de penser parce qu'aujourd'hui, nous avons la science avec les épreuves pour prouver l'existence de certaines choses. Mais par exemple, oui, je vais parler la semaine prochaine du naturalisme, ces courants littéraires du XIXe siècle. Et dans les thèses philosophique du naturalisme, il y avait l'idée du déterminisme, c'est-à-dire les milieux, la race et le temps
le moment historique dans lequel la personne est née détermine comment elle sera. Et ça, c'est plutôt une croyance, ça ne se confirme pas dans la statistique ou même dans la science, n'est-ce pas? Assez souvent, c'est qu'on disait qu'il s'agissait d'un déterminisme social, est plutôt le manque des conditions pour monter dans l'échelle sociale. N'est-ce pas? Então, muito do que se diz de determinismo social, né, de que onde, assim, eu vou usar os termos, né, a raça, o lugar, né, o meio onde a pessoa nasceu e o tempo histórico em que ela nasceu determinam quem ela vai ser. Em certo sentido, está correto. Né? Por exemplo, a gente é fruto do tempo histórico. Né? Certas coisas que a gente pensa hoje que é difícil não pensar. Né? Por exemplo, a gente tem dificuldade em pensar como que seria a vida fora da democracia. Né? Por mais que a gente viva numa democracia com suas falhas, é muito difícil a gente aceitar que assim, apesar, eu estou pensando aqui, né, que também existem outros regimes em curso no mundo, né, ditaduras, regimes mais autoritários e tudo mais, mas a gente tem uma crença na democracia. Né? Estou lembrando aqui, acho que é o Churchill que dizia que a democracia é o melhor regime. Como é que é? Ele tinha uma tirada, eu não sei se é o pior, depois de todos os outros, ou era uma tirada assim, dele, como vários que ele tinha. Ou então, a democracia é o pior regime que existe, só é melhor que todos os outros. Alguma coisa assim. Lembrar a frase, não lembrar é que nem piada, né? Que a gente vai contar a piada e não lembra a piada direito. E para dar um exemplo para vocês, que assim, a gente tem essa crença de que a democracia é o melhor regime. Eu não estou aqui fazendo apologia à ditadura, ao regime autoritário, nada disso. Mas pode ser que tenha um regime que ainda vai ser criado, que represente melhor os cidadãos, dando liberdade e ainda assim deixando na mão dos cidadãos um controle maior dos políticos. Vamos pensar em algo assim. Né? Uma democracia ainda mais participativa, não sei. Né? Mas a gente continua acreditando que a democracia é o melhor existente. Tem um filme que chama, se não me engano, Olha Quem Está de Volta, em que o Hitler volta. Assim, para o momento presente, ele aparece vivo de novo. E ele começa a perguntar às pessoas, vocês estão satisfeitos com o que vocês estão vendo, com o regime político que vocês estão vivendo? E se vocês tivessem um líder forte, único, e que assumisse toda a responsabilidade para fazer, e se desse errado, ele assume. E as pessoas vão entrando nesse papo, né? Ele vai conversando com as pessoas na rua, na Alemanha hoje, e as pessoas falam, talvez não fosse tão ruim assim, porque vocês veem, por exemplo, a Câmara dos Deputados, eles decidem coisas ali, às vezes, que são ruins para a gente, mas a responsabilidade se dissolve no parlamento. Né? Cada um ali tem um pouquinho de responsabilidade, ninguém tem responsabilidade. Né? Ninguém vai assumir sozinho essa responsabilidade. Então, é só para pensar. Okay? Cette idée de croyance. J'ai ouvert cette parenthèse pour parler de la croyance. Ici, c'est plutôt le côté dans le sens religieux qu'il apporte, cette idée. Et moi, je voudrais vous donner l'idée de... il y a la possibilité d'une idée de croyance plus large, c'est-à-dire les convictions que nous avons, que nous possédons.
et de l'autre côté, métaphysique, c'est-à-dire aucune métaphysique. Il n'y a dans ce texte aucune explication qui dépasse notre existence, qui va au-delà de notre existence. C'est dans le même sens de Sartre, c'est-à-dire l'existence dans laquelle on a été jeté dans ce monde et dans la limite de cette existence. D'accord? Et quand je parle, je dis dans la limite de cette existence, c'est on ne peut pas considérer une vie au-delà de cette vie ou à une vie spirituelle, éternelle ou n'importe quoi. D'accord? Voilà, avançons. Le mythe décisif, essai sur l'absurde, un raisonnement absurde. Et en raison des termes utilisés, on va parler de la philosophie de l'absurde. À propos de Camus, même s'il dialogue avec l'existentialisme, il refusait un peu les titres d'existentialisme. Donc, en raison de son vocabulaire et de son texte, on va dire plutôt l'absurde de Camus. Raison pour laquelle, vous voyez ici dans le programme, j'ai mis l'existentialisme de Sartre et l'absurde de Camus. Et il va expliquer dans le texte ce qu'il considère l'absurde. Voilà. Donc, je commence ici avec la première phrase. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Il va expliquer un peu cela, n'est-ce pas? C'est la même dynamique, la même stratégie de Sartre. Une phrase de fait et puis on l'explique. Donc, il n'y a qu'un problème, il y a seulement un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Il ne va pas faire une apologie ou un éloge du suicide. Quand il se pose cette question du suicide, c'est-à-dire pourquoi on ne se suicide pas, pourquoi même avec une existence douloureuse, difficile, souffrante, on continue vivant. Pourquoi on fait le pari ou le choix de la vie, n'est-ce pas? Parce que si c'est toujours ou assez souvent tellement difficile dans cette existence d'avoir un boulot, de manger, de payer les factures, de vivre l'amour, de rencontrer une personne avec qui on veut partager la vie, éduquer les enfants, etc. Donc, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? On avait parlé de l'angoisse de ça, n'est-ce pas? Angousse. Donc, vivre, c'est angoissant, n'est-ce pas? Vivre est angoissant. J'ai vu récemment une psychologue que je suis sur Instagram avait dit on vit aujourd'hui un modèle, là on peut parler de croyance, n'est-ce pas? On croit à un modèle d'existence dans lequel on essaye d'éloigner la souffrance, les difficultés, et on essaye de montrer ou de vivre une vie comme si la vie tout entière, la vie dans son intégralité, était les découpages que nous avons sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Comme si, imaginez cela, parce que vous savez, la vie des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux,
c'est un découpage de la vie. C'est juste une partie sélectionnée, c'est le meilleur moment de leur vie. Et on pense que cela, c'est l'intégralité de la vie de ces gens-là, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on croit à la possibilité de vivre une existence de bonheur absolu, de joie continuelle, de felicidade absolue, etc. Et ça, c'est une croyance. Donc, la vie, le normal de la vie, c'est d'avoir des difficultés, des limites, les angoisses, la souffrance, les douleurs, etc. Mais face à toutes les difficultés de la vie, pourquoi on choisit la plupart du temps la vie? Pourquoi on choisit la vie et on ne choisit pas le suicide, la mort, la fin, n'est-ce pas? Parce que ici, ils considèrent le suicide comme une possibilité. En plus, parce que il n'y a pas les contrôles moraux et spirituels de la religion, n'est-ce pas? Parce que si je ne me trompe pas, je ne suis pas un grand connaisseur de religion, mais je crois qu'il n'y a pas de religion qui accepte le suicide. Je ne sais pas, je pense pas. D'accord? Si le bouddhisme, je sais pas, je l'affirme pas, mais je pense pas. D'accord? Donc, avançons ici dans le texte. Voilà. Donc, encore, dans cette phrase initiale, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Donc, vous voyez ici, juger si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est-à-dire, on choisit la vie ou la mort, n'est-ce pas? Et le suicide nous donne la possibilité de choisir l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Mais normalement, on choisit la vie. Et vous voyez que, en fait, dans cette réflexion, il réfléchit sur l'existence, raison pour laquelle on considère Camus comme un philosophe existentialiste aussi. Même si il va avoir un vocabulaire un peu différent et il va préférer utiliser l'idée de l'absurde. Avançons. Donc, il estime qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées ou les illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce qu'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Ça, c'est une très bonne phrase. Jugez donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Donc, il cherche ici quel est le sens de la vie. Quel est le sens de la vie qui nous maintient vivants ou qui nous fait toujours choisir la vie au lieu de la mort. Et ici, c'est intéressant, n'est-ce pas? Une raison de vivre comme une idéologie politique ou je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait entrer ici. Donc, une raison de vivre, c'est intéressant, il met ici entre parenthèses, c'est une excellente raison de mourir. Pensez, par exemple, à la guerre de l'Ukraine maintenant. Je vous ai dit récemment que je suis réduite de l'UFC et un petit peu la boxe aussi. Et il y a un fighter de UFC qui est ukrainien et
il est toujours sur le territoire ukrainien. Et là, parce que j'ai écouté hier un podcast sur ce cas-là, il y a un boxeur, je crois que c'est le boxeur, il a une lutte le début de mai, mais on ne sait toujours pas s'il va lutter en mai parce qu'il est dans les champs de bataille contre la Russie. Donc, vous voyez que c'est un jeune lutteur avec une carrière magnifique dans le sport qui a choisi maintenant une raison de vivre qui est lutter pour la liberté de l'Ukraine, mais il peut mourir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que peut-être il peut perdre sa vie luttant pour un idéal de liberté, de nationalisme, patriotisme, etc., mais qui peut coûter sa vie, n'est-ce pas? Donc, avançons ici. Non, avançons. Voilà. On n'a jamais traité du suicide que comme un phénomène social. Au contraire, il est question ici, pour commencer, du rapport entre la pensée individuelle et le suicide. Donc, quand il parle ici de ces traitements du suicide comme phénomène social, il y a un sociologue français du 19e siècle, Émile Durkheim, qui a écrit un traité sur le suicide d'un point de vue sociologique, n'est-ce pas? Peut-être vous avez déjà entendu parler, il y a un cas assez célèbre en France de 10 ans, 15 ans à peu près, d'une série de suicides dans l'entreprise France Télécom, parce que les dirigeants mettaient beaucoup de pression sur leurs employés, et il y a eu une dizaine, je ne sais pas, de suicides, et tous ont laissé des lettres justifiant leur suicide et culpabilisant l'administration de l'entreprise. Et ça a été un gros scandale à l'époque. Si vous cherchez sur Google suicide France Télécom, vous allez voir quelque chose. Mais voyons ici. Donc, il efface l'idée du suicide comme un phénomène social. Non, ça va. Oui. On se suicide rarement par réflexion. Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Ici, il est toujours dans l'analyse, encore dans l'analyse, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, il faut faire très attention à cette réflexion des Camus pour ne pas confondre comme s'il mettait sur la table le suicide comme une possibilité. Non. La réflexion est une réflexion hypothétique. C'est une hypothèse, c'est une réflexion philosophique, un exercice mental, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si nous avons la possibilité de nous suicider, on choisit toujours la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre existence ou chez nous qui nous fait toujours choisir la vie au lieu, pas toujours, n'est-ce pas? Mais dans des conditions normales, pourquoi on choisit toujours la vie? Voilà. Et je vais lire ce paragraphe complet. Mais s'il est difficile de fixer l'instant précis, la démarche subtile ou l'esprit à parier pour la mort, il est plus aisé de tirer du geste lui-même les conséquences qu'il suppose. Se tuer, dans un sens, et comme au mélodrame, c'est avouer. Avouer, c'est confesser, reconnaître, n'est-ce pas? Parce que le mot confesser
en français, il reste un vocabulaire religieux. D'accord? Par exemple, penser à avouer comme synonyme d'admettre, adjectif, n'est-ce pas? Par exemple, imaginez, vous me posez la question, vous êtes fatigué, professeur? Et je vous dis, non, je ne suis pas fatigué, mais c'est visiblement, je suis visiblement fatigué. Et vous insistez, non, vous êtes fatigué. Et je peux vous répondre, oui, d'accord, je vous avoue, je suis vraiment fatigué. En portugais, poderia dizer, tá bom, eu confesso, estou cansado. Mais confesser en français, c'est plutôt religieux. N'est-ce pas? Ou je peux dire, oui, j'avoue, je suis fatigué, ou oui, j'admets que je suis fatigué. N'est-ce pas? Donc, c'est avouer. C'est avouer qu'on est dépassé par la vie ou qu'on ne la comprend pas. Ça, c'est le point de la discussion des Camus. On ne comprend pas la vie. On ne comprend pas l'existence. La page précédente, il y avait l'expression le sens de la vie, la recherche du sens de la vie. Et Camus, comme on va voir, il considère que la vie n'a pas de sens. C'est ça. Et ça, c'est l'absurde de la vie. Vous voyez, la vie n'a pas de sens, mais on insiste toujours dans la vie. A vida não tem sentido, mas a gente insiste na vida. C'est ça. Donc, et l'absurde, c'est justement accepter qu'on ne comprend pas l'existence, la vie, ou la raison pour laquelle nous sommes là. Voyons, ici. Je saute et je passe ici. C'est seulement avouer que cela ne vaut pas la peine. Vivre naturellement n'est jamais facile, comme je disais tout à l'heure. On continue à faire les gestes que l'existence commande, pour beaucoup de raisons, dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, c'est-à-dire sans raison, dérisoire comme sans raison. L'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Je vais relire la deuxième partie de cette phrase. Mourir ici, à partir d'ici. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, c'est-à-dire sans raison. En plus, reconnaître l'absence de toute raison profonde de vivre. Par exemple, est-ce que vous avez une raison de vivre? On va dire, ah oui, c'est faire beaucoup d'argent. Et puis, n'est-ce pas, si on ne peut pas utiliser tout cet argent-là. Un des exemples qu'il va utiliser ici par rapport à l'amour, c'est le cas en français, on dit Don Jean, ou Don Jean, ou Don Juan, n'est-ce pas, qui enchaînait une conquête amoureuse à l'autre, parce qu'il cherchait toujours l'essence de l'amour, mais comme il ne trouvait pas, il passait à la suivante. Mais vous voyez que cette action de Don Juan aussi, elle se perd, elle se banalise, elle devient la conquête pour la conquête totalement banale, n'est-ce pas? Et donc, je vais anticiper quelque chose ici. La question de Camus dans ce problème philosophique qu'il se pose, c'est la vie n'a pas de sens,
comme il dit ici, la souffrance se montre toujours inutile, n'est-ce pas? Assez souvent, on se dit que c'était comment, j'écoutais récemment une chanson de Los Hermanos, et il disait como que dizia, sofrer assim, basicamente, sofrer assim não vai te fazer uma pessoa melhor. J'ai oublié la chanson, le titre de la chanson. Mais c'est ça, en fait. Parce que nous avons, surtout dans une perspective chrétienne, que la souffrance nous rend meilleurs. N'est-ce pas? On apprend avec la souffrance. Mais en fait, ici, il considère que toute souffrance est inutile. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Donc, par contre, Camus va considérer l'amour, la révolte, et il y a un troisième, la liberté. L'amour, la liberté et la révolte comme les trois éléments capables de nous faire choisir toujours la vie, mais dont la raison, l'explication ne vient pas d'au-delà de cette existence. N'est-ce pas? Une vie spirituelle dépasse cette existence. La religion nous projette vers un autre endroit qui dépasse cette existence aussi. Donc, il cherche des éléments pour justifier la vie, pour justifier le choix de la vie, mais qui appartient à cette existence. Donc, l'un de ces trois éléments, c'est l'amour. L'autre, c'est la révolte, c'est-à-dire notre capacité à nous, en tant qu'être humain, à se révolter contre la finitude de l'existence et dire non, je vais vivre, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est la liberté de choisir. Okay? Voilà, donc, et par contre, vous voyez qu'il y a une perspective assez pessimiste de l'existence, n'est-ce pas? Le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre. Donc ça, c'est pessimiste, de dire qu'on n'a pas une raison profonde de vivre. Et le caractère insensé de cette agitation quotidienne, o insensé ici é sem sentido, insensato. O caráter insensato dessa agitação cotidiana et l'inutilité de la souffrance. Il y a une utilité du sofrimento. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments comme un moment pareil. Je pense à cette partie-là, l'absence de toute raison profonde de vivre. C'est le moment où on se pose, par exemple, on se lève le matin et on se demande, mais pourquoi tout faire? Pourquoi faire tout cela? N'est-ce pas? Pourquoi je dois me lever, lire les textes que le professeur indique, aller au travail ou au stage? Je ne sais pas quelle est la raison de tout ça. N'est-ce pas? Cette agitation quotidienne. Ça sert à quoi, en fait? Quelle est la proposition de tout cela? Ça, c'est l'inquisition de Camus. Voyons ici, voilà. Dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Vous voyez ici, ce n'est pas vraiment la référence au titre du roman, mais
c'est toujours intéressant de penser à l'existence de Meursault dans le livre d'étranger. Ça explique beaucoup. Et en fait, comme je vous ai dit, ça fait partie d'une trilogie. Je n'ai toujours pas cherché la pièce de théâtre. C'est Caligule qui fait partie de cette trilogie de Camus. Mais le dialogue est clair, existant, était proposé par Camus. Donc, nous avons une réflexion littéraire et dans le même sens, la même réflexion au niveau philosophique dans l'essai le mythe de Sisyphe. Et donc, dans un univers privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Étranger ici, a gente pode traduzir como estrangeiro, estranho, basicamente esses dois. Esquisito, mas é mais étrange, mas está na mesmo campo lexical. Mas essa ideia de étranger, enquanto estrangeiro, deslocado, né, ou estranho, tout simplement. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des souvenirs d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Vous voyez qu'ici, il dialogue avec la religion. L'homme se sent un étranger. On peut penser à cette sensation d'être un étranger, à l'angoisse de Sartre, n'est-ce pas? Ce sentiment de se sentir, de ne pas se sentir une partie ou appartenant au monde, à l'existence, à la vie. C'est ces moments dans lesquels on se pose la question sur la vie, sur l'existence. Et il va appeler cet état un exil. Cet exil est sans recours, né, esse exílio é sem recurso, não tem para onde recorrer. Puisqu'il est privé des souvenirs d'une patrie perdue, comme le paradis perdu, ou de l'espoir d'une terre promise. Vous voyez que quand on travaille avec cette perspective d'une terre promise, on accepte un peu plus facilement le moment présent de l'existence. Si l'existence est difficile, on souffre, etc. Mais si on croit qu'il y a la promesse d'un paradis, d'une vie meilleure, on accepte momentanément cette existence, n'est-ce pas? Mais vous voyez que ça fait partie de la croyance. Les jugements finaux dans lesquels on va avoir ouvertes les portes du ciel ou de l'enfer, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ça nous donne une perspective, pardon, ça nous donne une perspective de vie et ça nous dicte aussi les conditions, pas les conditions, mais les règles de la vie, le mode de vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si il y a un jugement final qui est moral à la fin, qui va nous ouvrir la porte, soit de l'enfer, soit du ciel, et en plus, pour avoir la porte du ciel ouverte, il faut se comporter d'une certaine façon. Cette perspective d'un avenir plus plaisant, né, futuro mais agradável, détermine plus ou moins comment on va se comporter. N'est-ce pas? Mais ici, la perspective de Camus, ça ne marche pas comme ça. N'est-ce pas? Donc, l'homme se sent un étranger dans cette existence. Et cette existence, c'est un exil. Parce qu'il part du présupposé qu'on est privé des souvenirs d'une patrie perdue et on est privé d'un espoir d'une terre promise. Parce qu'on se limite à cette existence. Et il continue. Ce divorce entre l'homme et sa vie
l'acteur et son décor, c'est proprement les sentiments de l'absurdité. Et il va expliquer. Voilà, j'avance ici, l'aspiration vers le néant. Oui, parce que ces sentiments d'absurdité, c'est le manque ou l'absence des sens de la vie. Esse sentimento do absurdo, ou se vocês preferirem criar uma palavra absurdidade, vamos dizer assim, é pela ausência de sentido da vida, selon Camus. Voilà. Le sujet de cet essai est précisément ce rapport entre l'absurde et le suicide, la mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. Vous voyez, le sujet de cet essai est précisément ce rapport entre l'absurde, c'est-à-dire l'existence n'a pas de sens, et le suicide, c'est-à-dire la fin de cette souffrance, mettre fin à cette souffrance. La mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. Le suicide serait au conditionnel. Le suicide serait une solution à l'absurde, mais on ne choisit pas le suicide. Donc, il va dire ici, la croyance dans l'absurdité de l'existence doit donc commander sa conduite. J'avance ici. Non, c'est pas important. Voilà. Dans l'attachement d'un homme à sa vie, nessa attachement aqui, nessa ligação, nessa vamos chamar assim de ligação, dans cet attachement d'un homme à sa vie, il y a quelque chose de plus fort que toutes les misères du monde. Le jugement du corps vaut bien celui de l'esprit et le corps recule devant l'anéantissement. O julgamento do corpo vale bem o julgamento do espírito e o corpo recua face ou frente ao aniquilamento. Vamos chamar aqui o anéantissement, que seria uma espécie de, pegando aqui a raiz da palavra, néant, né, que seria um nada, e o anéantissement seria uma nadificação, né, um anulamento, uma anulação, uma aniquilação, algo assim, aniquilação. Le portugais c'est plus compliqué. Voilà. Voilà. Ce n'est pas en vain qu'on a jusqu'ici joué sur les mots et fin de croire, et on termine de croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Então, recusar o sentido para a vida nos conduziria necessariamente a déclarer que a vida não vale a pena de ser vivida. Et en fait, c'est tout au contraire. N'est-ce pas? Il va dire ici, on ne se tue parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà une vérité sans doute inféconde, cependant qu'elle est un truisme. Et puis il dira, est-ce que son absurdité exige qu'on lui échappe par l'espoir ou le suicide? Voilà ce qu'il faut mettre à jour, poursuivre et illustrer en écartant tout le reste. Donc, l'absurdité exige qu'on lui échappe. C'est ça l'essence de cette phrase. Reconnaître l'absurdité de la vie nous force à essayer d'échapper à cette absurdité. C'est ça. Dans un sens, c'est le sentiment de révolte qu'il va appeler plus tard.
on ne va pas arriver dans l'extrait dans lequel il parle de la révolte. Mais c'est on accepte, on considère l'absurdité de la vie, mais quand même, pour faire le choix de la vie, on refuse cette absurdité, ou comment on dit ici, on essaye d'échapper à cette absurdité. E a gente tem que escapar dessa falta de sentido. N'est-ce pas? Et la raison pour laquelle il met ici l'espoir. Voyons. Non. On va parler de l'angoisse. Voilà, c'est l'extrait. Et je vais terminer avec cet extrait 240. Voilà. Voilà. Ici. L'homme se trouve devant l'irrationnel. Il sent en lui son désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et les silences déraisonnables du monde. Je répète, l'absurde, ce sentiment de l'absurde ou de l'absurdité de l'existence, c'est-à-dire il n'y a pas de sens dans la vie, naît de cette confrontation entre l'appel humain, c'est-à-dire on appelle au monde et à l'existence une explication, une raison d'être là. Et en retour, en réponse, nous avons le silence déraisonnable du monde. Então, o absurdo nasce, esse sentimento do absurdo nasce do confronto ou da confrontação entre esse chamado humano para uma explicação, né, do porquê que nós estamos aqui, do porquê da existência, qual o sentido da vida, e o retorno que a gente tem do mundo é um silêncio déraisonnable, assim, no sentido de que não tem razão para esse silêncio. Eu vou voltar aqui rapidinho, porque tem um trecho aqui que ele fala desse sentimento. C'est le début de... Oui, ici. Ce paragraphe, il est important. Et comme ça, je termine la discussion autour du décisif. Donc, voilà. Cet insaisissable sentiment de l'absurdité, então, insaisissable, ça vient de saisir. Seria inapreensível. Saisir, on peut utiliser le verbe saisir comme saisir l'essence d'une expression, né? Tipo, pegar o sentido de uma expressão. Saisir. Oui, je vous explique quelque chose et je vous dis, vous pouvez dire oui, je saisis l'explication. Je saisis l'essence de ce que tu disais. N'est-ce pas? Então, assim, captei, peguei. Donc, cet insaisissable sentiment d'absurdité, esse inapreensível, não colocaria como inalcançável, não, mas inapreensível sentimento de absurdo. Et vous voyez que c'est intéressant parce que au début, j'ai beaucoup parlé de la notion de croyance, et ici il parle de sentiments. Né? Então, não é uma questão
não é uma questão que seja científica, cientificamente provada. É um sentimento, sensação. Qual foi a palavra que eu usei para insaisissable? Inapprehensible, sentiment absurde. Peut-être alors pourrons-nous l'attendre dans les mondes différents mais fraternels de l'intelligence, de l'art de vivre ou de l'art tout court. Vous voyez ici, dans l'existence, le sentiment d'absurdité est insaisissable, mais peut-être nous pourrons l'atteindre et alcançar. Aqui, atteindre não é attendre de esperar, mas de atteindre com I, que é de alcançar. Dans le monde différent mais fraternel de l'intelligence. Então, esse sentimento que na existência, né, assim, na nossa vida, ele é inalcançável, sei lá, eu estou perdendo a palavra em português. No mundo da inteligência, né, da reflexão, da arte de viver ou da arte simplesmente, ele pode ser alcançado. Le climat de l'absurdité est au commencement. La fin, c'est l'univers absurde et cette attitude d'esprit qui éclaire le monde sous un jour qui lui est propre. Né? Então, o fim é o universo absurdo e essa atitude do espírito que esclarece o mundo sob uma luz, un jour, aqui, né, não é um dia, mas uma luz qui lui est propre, pour en faire resplendir le visage privilégié et implacable qu'elle sait lui reconnaître. Donc, Camus va considérer que, dans une certaine façon, dans l'art, on est capable d'exprimer ses sentiments et le saisir en tant que sentiment, en tant qu'idée, n'est-ce pas? Mais dans notre vie, on va expérimenter forcément cette sensation d'abandon, de délaissement, comme nous avons vu dans le texte de Sartre. Então, a gente vai necessariamente na vida experimentar essa sensação de estrangeiro, de estranho, face à existência, né, frente à existência, de não ter respostas para o porquê da existência. Mas, por outro lado, a arte de viver, e ele coloca aqui também a inteligência, né, como sinônimo de reflexão, seriam capazes de exprimir, né, no caso, os artistas, e nós, enquanto leitores, receptores de arte, seríamos capazes de entender, apreender esse fenômeno, pelo menos dessa maneira, através da arte. Mas que na vida, necessariamente, a gente vai experimentar esse sentimento de abandono, né, de estar aqui jogado, usando o vocabulário do Sartre, né, de ter sido jogado nesse mundo sem ter escolhido. No caso do Sartre, não tinha saída, né? Ele ainda jogava a noção de responsabilidade. No caso do Camus, filosoficamente teria o suicídio, mas ele percebe que o suicídio não é uma saída, né? A gente insiste na vida, e aí é que ele quer entender por que insistir na vida. Non, ça va. Et c'était le dernier paragraphe. Non, c'est bon. L'essentiel du texte, c'est là. Et puis, il va entrer dans d'autres détails, mais pour l'instant, c'est bon. Et surtout pour la compréhension
du roman d'étranger, n'est-ce pas? Donc, là, je laisse de côté de l'essai philosophique, le mythe décisif, et je reviens au texte du livre à l'étranger, n'est-ce pas? Nous avons discuté dans les cours précédents la première partie du texte, donc c'était la présentation de Meursault, du personnage Meursault, c'est-à-dire on est un peu jeté dans sa vie au moment où il reçoit la nouvelle de la mort, du décès de sa mère. Et puis, on l'accompagne un petit peu dans son existence, dans sa vie, au travail, avec son voisin, la fille avec qui il sort, et puis jusqu'au moment où il tue l'arabe, ce personnage dont nous n'avons pas beaucoup d'informations. On sait tout simplement qu'il est arabe, n'est-ce pas? Et là, on entre dans peut-être dans le moment, la deuxième partie, elle sera plus dense au niveau de toutes ces réflexions philosophiques de l'existentialisme et de l'absurde, n'est-ce pas? Et donc, Meursault va être mis en prison et il va subir un jugement. Et comme vous savez, les jugements de Meursault, il a un côté kafkien, n'est-ce pas? Je fais référence à Franz Kafka, l'écrivain tchèque, mais qui écrivait en allemand. En raison de l'univers mobilisé par un Kafka. Parce que je suppose que vous avez lu le livre, et je ne vais pas répéter cette partie ici. Mais le jugement, il est bizarre parce que Meursault est jugé beaucoup plus par rapport à son attitude face à la vie qu'en raison de l'assassinat de l'arabe, n'est-ce pas? On lui pose même la question de pourquoi il a tiré encore 4 coups sur les corps de l'arabe déjà mort. Et donc, ça aggrave les cas, n'est-ce pas? Vous voyez que comme si le premier coup était justifiable, n'est-ce pas? Donc, s'il avait tué l'arabe d'un seul coup, ok, c'est acceptable. Mais de tirer encore 4 coups, ce serait de trop. Et puis, dans le jugement, il va être jugé, on va chercher dans son attitude de vivre, de se porter face à la vie, des explications. En fait, c'est pas forcément ça. Il va être jugé par rapport à son caractère et pas par rapport à son acte, n'est-ce pas? Donc, on va même juger son comportement lors de l'enterrement de sa mère. Né? Então, ele vai ser julgado até pelo comportamento no enterro da mãe. Et le comportement aussi après, après l'enterrement de sa mère. Et donc, c'est l'histoire de cette deuxième partie du livre. C'est plus ou moins ces moments de la prise de conscience de Meursault. La prise de conscience face à l'existence. Souvenez-vous, je mise en relief dans les cours précédents que Meursault est un personnage, dans cette première partie du livre, il est un personnage indifférent. L'indifférence marque son caractère dans cette première partie. Marie lui demande s'il veut se marier avec elle, il dit ça m'est égal. Raymond lui demande s'il veut être son ami, et il dit oui, peut-être, ça m'est égal.
Son chef lui demande s'il veut avoir un poste à Paris et rentrer à Paris, et il dit que bah, ça lui est égal, encore une fois. Donc, l'indifférence marque le caractère de ce personnage face à son existence. Et la question ici, c'est l'existence de Meursault va prendre un sens, elle va avoir un sens dans la deuxième partie du livre. C'est-à-dire que quand il a sa mort comme une perspective fiable, la mort se présente comme une perspective, c'est le moment où sa vie aura un sens. Vous voyez que c'est intéressant parce que c'est la conscience de la finitude de la vie qui va accorder un sens à la vie. Né? A consciência da finitude da vida que vai dar um sentido à la vida dele. N'est-ce pas? Et encore, l'essence de la vie, Meursault va rencontrer face à la perspective de la mort. Ce n'est pas par rapport à la religion, parce qu'il refuse le dialogue avec le prêtre. Et il se révolte, en fait, contre cette perspective religieuse. Donc, ici, c'est intéressant, juste cette phrase. J'allais lui tendre la main, mais je me suis souvenu à temps que j'avais tué un homme. Vous voyez que le début de la deuxième partie, il est encore dans ce gap, cet intervalle entre avoir tué l'arabe, un homme, et avoir la conscience d'avoir tué un homme. Donc, je me suis souvenu à temps que j'avais tué un homme. Et il poursuit. Voilà, ici c'est la scène encore du jugement. Pardon. 240. Voilà. Il a réfléchi. Il m'a demandé s'il pouvait dire que ce jour-là, j'avais dominé mes sentiments naturels. Je lui ai dit non parce que c'est faux. Il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Il m'a dit presque méchamment que dans tous les cas, les directeurs et le personnel de l'asile seraient entendus comme témoins et que cela pouvait me juger un très sale tour, me jouer, pardon, un très sale tour. Je lui ai fait remarquer que cette histoire n'avait pas de rapport avec mon affaire, mais il m'a répondu seulement qu'il était visible que je n'avais jamais eu des rapports avec la justice. Ok, ça c'est la scène encore du jugement. Et ici, une phrase intéressante. Peut-être je vais lire depuis ici. Nous sommes tous les deux carrés dans nos fauteuils. L'interrogatoire a commencé. Il m'a d'abord dit qu'on me dépeignait comme étant d'un caractère taciturne et renfermé, et il a voulu savoir ce que j'en pensais. Né, taciturno, assim, mais triste, melancólico, renfermé, fechado. J'ai répondu, c'est que je n'ai jamais grand-chose à dire. Alors, je m'étais. Il a souri comme la première fois, a reconnu que c'était la meilleure des raisons et a ajouté, entre guillemets, d'ailleurs, cela n'a aucune importance. Il s'est tu, il a regardé et il s'est redressé assez brusquement pour me dire très bien. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Je n'ai pas bien compris ce qu'il entendait par là et j'ai rien répondu. Et puis, entre guillemets, il y a des choses, a-t-il ajouté, qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. Donc, vous voyez que l'intérêt ici
Je vais mettre en jaune. Voilà. Rouge. Dans votre geste. Donc, il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Donc, vous voyez, c'est un jugement par rapport au caractère et pas par rapport à l'acte. Oui. Et cette question-là, elle est importante. Après un silence, il s'est levé, il m'a dit qu'il voulait m'aider, que je l'intéressais et qu'avec l'aide de Dieu, il ferait quelque chose pour moi. Ça, c'est l'avocat. Mais auparavant, il voulait me poser encore quelques questions. Sans transition, il m'a demandé si j'aimais maman. J'ai dit oui, comme tout le monde. Et le greffier, qui jusqu'ici tapait régulièrement sur la machine, a juste trompé de touche, car il s'est embarrassé et il a été obligé de revenir en arrière. Toujours sans logique apparente, le juge m'a alors demandé si j'avais tiré les 5 coups de revolver à la suite. J'ai réfléchi et j'ai précisé que j'avais tiré une seule fois d'abord et après quelques secondes, les quatre autres coups. Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup? Donc, vous voyez et puis, pour terminer le paragraphe, pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre? Là encore, je n'ai pas su répondre. Le juge a passé ses mains sur son front et a répété la question d'une voix un peu altérée. Pourquoi? Il faut que vous me le disiez. Pourquoi je me taisais toujours? En fait, il cherchait, vous voyez, moi, je vois comme si il cherchait une explication, peut-être pour absoudre le personnage, n'est-ce pas? C'est-à-dire le libérer de cette culpabilité. Mais comme Meursault n'aide pas non plus, parce qu'il est très sincère dans ses réponses, donc on cherchait une excuse peut-être un peu bizarre pour le libérer de cette condamnation, n'est-ce pas? Mais on cherche dans les questions posées à Meursault cherchent dans le détail, mais elles ne vont pas au cerne de la question, qui est, à mon avis, l'acte d'avoir tué quelqu'un, n'est-ce pas? Então, as perguntas, elas são, às vezes, pontuais, elas são, vão no detalhe, mas elas não tocam o cerne da questão, que é ter matado uma pessoa. Não importa o motivo. Né? Ele matou. Se ele deu um tiro, pausa, depois 4 tiros, ou 5 tiros direto, ou 3 tiros direto, e 2 depois da pausa, peu importe. Il a tué une personne. N'est-ce pas? Mais on cherche ici une explication. Et donc, je vais avancer un peu plus vite ici. Cette réflexion-là, elle est très intéressante. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, Meursault va prendre conscience de son existence peu à peu, à partir du moment où il a sa liberté retirée, n'est-ce pas? Il n'est plus libre. C'est-à-dire, donc, il a une privation de son cœur, de son corps, et puis il va se mettre à réfléchir et il va comprendre un peu l'essence de sa vie. Mais c'est intéressant cette réflexion-là.
C'est à peu près qu'elle m'a écrit. Et c'est à partir de ce moment qu'ont commencé les choses dont je n'ai jamais aimé parler. De toute façon, il ne faut rien exagérer et cela m'a été plus facile qu'à d'autres. Au début de ma détention, pourtant, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Par exemple, l'envie me prenait d'être sur une plage et de descendre vers la mer. À imaginer les bruits des premières vagues sur la plante de mes pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais, je sentais tout d'un coup combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Mais cela dura quelques mois. Et vous voyez qu'il y a une imprécision des temps. On ne sait pas combien de temps. En fait, oui, il me semble que toute la réflexion du début à la fin, ça se passe en un an, plus ou moins. Mais il dira ici, voilà, mais cela dura quelques mois. Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. J'attendais la promenade quotidienne que je faisais dans la cour ou la visite de mon avocat. Je m'arrangeais très bien avec le reste de mon temps. Donc, vous voyez que ça, c'est une réflexion intéressante aussi, de la privation de liberté et comment il adapte les pensées à la condition du corps renfermé dans la cellule de la prisão. Né? Como que ele passa de pensamento de uma pessoa livre até o corpo recluso numa célula, numa, como que chama? Uma cela de prisão, e aí o pensamento passa a se adaptar a essa limitação do corpo. Tá? Só estava me lembrando aqui, já falei isso em outras aulas, procurem, se for do interesse de vocês, uma entrevista que o José Dirceu deu à Folha de São Paulo, deve ter uns 3, 4 anos, talvez, em que ele fala como que era o cotidiano na cadeia, depois que ele foi preso por causa do mensalão. E ele fala até do Eduardo Cunha. E o José Dirceu é muito pragmático nessas coisas, né? A gente fica, às vezes, pensando assim, ele foi preso e aí vai ficar lá dentro ruminando o poder que ele poderia estar exercendo fora. Não, ele foi dentro da cadeia, dentro da cadeia. Né? Então, o que tem que fazer? Tem que manter moral, você tem que manter a cela limpa, porque isso vai te ajudar a ficar psicologicamente bem, fazer exercício físico, e aí tem todo um apoio aos outros prisioneiros. Então, quando eles veem que alguém está deixando de limpar a cela, está entrando em depressão, eles vão lá, ajudam, falam, não, olha só, você vai receber a visita de sua filha, de sua mulher, então levanta aí, toma um banho, arruma a cela, nós vamos te ajudar. É bem interessante essa entrevista dele, que dá um pouco essa perspectiva do Merceau, d'accord? Voilà. Et avançons. Je vais juste où j'ai souligné le texte. Oui, ici. La page. Voilà. Je vais lire rapidement, juste pour la phrase ici, en jaune. Après avoir demandé au jury et à mon avocat s'ils avaient des questions à poser, le président a entendu les concierges. Pour lui, comme pour tous les autres, le même cérémonial s'est répété. En arrivant, le concierge m'a regardé et il a détourné les yeux. Il a répondu aux questions qu'on lui posait. Il a dit que je n'avais pas voulu voir maman, que j'avais fumé, que j'avais dormi et que j'avais pris du café au lit. J'ai senti alors quelque chose qui soulevait toute la salle et pour la première fois, j'ai compris que j'étais coupable.
Vous voyez, c'est toujours ces mouvements de la prise de conscience. La prise de conscience d'avoir tué quelqu'un, la prise de conscience d'être coupable, et puis de la perspective de la mort, pas de l'exécution. J'avance ici vite fait. C'est la dernière partie. Voilà ici la conscience de la finitude, de la fin de la vie. Donc, pendant tous les jours, il y avait mon pourboire. Je crois que j'ai tiré le meilleur parti de cette idée. Je calculais mes effets et j'obtenais de mes réflexions les meilleurs rendements. Je prenais toujours la plus mauvaise supposition. Mon pourboire était rejeté. Eh bien, je mourrais donc. Plutôt que les autres, c'est évident. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la... vous voyez la phrase, je vais mettre en rouge. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. A frase parece até retirada do mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo. Mas todo mundo sabe que a vida não vale a pena de ser vivida. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 60 ans importe peu, puisque naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et que cela pendant des milliers d'années. Rien n'est plus clair en somme. C'était toujours moi qui mourrais, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. Donc, vous voyez que dans la réflexion de Meursault, c'est-à-dire vivre plus ou moins, c'est la même chose, n'est-ce pas? Parce que, en fait, ce qui intéresse, c'est que la vie est finie et qu'on va mourir à la fin. Si la fin, c'est maintenant ou d'ici 20 ans, 30 ans, peu importe, n'est-ce pas? Par contre, vous voyez, dans une réflexion philosophique, quand parce que ça, c'est un lieu commun, n'est-ce pas? La seule sûreté que nous avons de la vie, c'est qu'on va mourir un jour. Mais on ne sait pas le jour exact, n'est-ce pas? Ça, c'est bien parce qu'on vivrait angoissé avec la perspective de la date exacte. Par contre, le fait de ne pas avoir le jour certain, sûr et certain de notre mort, ça nous permet de procrastiner aussi, n'est-ce pas? De ne pas vivre tous les jours avec l'intensité de la perspective de la mort, quand nous avons cette perspective de la mort. Et par contre, Meursault, quand il voit cette perspective, il se rend conscient. Il se rend conscient de son existence et il passe à vivre avec plus d'intensité aussi. C'est ça? Et donc, voyons. Je passe à la dernière page du roman. Oh, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Le dernier paragraphe du livre. 8 parties, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé, je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec les étoiles sur le visage. Des bruits des campagnes montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la porte. Je vois ça après la fin. À ce moment et à la limite de la nuit,
des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Donc, le monde externe, n'est-ce pas? Et à jamais, n'oubliez pas que à jamais, c'est synonyme d'éternellement. Então, elas anunciavam, né, as sirenes partidas para um mundo que agora me era eternamente indifférente. Parce qu'il n'a plus de perspective de sortie de la prison. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Vous voyez, parce que jouer à recommencer, c'est aussi une façon de ne pas penser à la fin ou de se révolter contre la fin. Et en plus, je ne suis pas entré dans cette discussion, mais l'amour, c'est une de possibilités, je l'ai bien dit ici, mais je ne suis pas entré dans les détails, une des possibilités d'affirmation de la vie. Et une des possibilités d'affirmation de la vie sans recourir à la religion, à la métaphysique ou à un delà de la vie, à un au-delà de la vie. Voyons, à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile, je mets en rouge ici juste pour vous aider à suivre. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête de tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi. Donc, vous voyez que là, il pense qu'il était correct de ne pas pleurer pour sa mère. Parce qu'elle recommençait et elle retrouvait dans l'amour un sens pour la vie. N'est-ce pas? Donc, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi. Je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Cette phrase-là, elle est quand même incroyable. Comme si cette grande colère, la colère contre le prêtre, m'avait purgé du mal, purgé aqui, purificar do mal, vider d'espoir, né? Tipo, esvaziar de esperanças. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Então, eu me abria pela primeira vez à tenra, a suave indiferença do mundo. Ou seja, ele assumiu essa indiferença. Né? Essa indiferença do mundo, que foi aquilo que eu falei no mito de Sísifo. Né? O sentimento de absurdo é l'appel humain, né? Então era esse chamado humano por uma explicação do sentido da vida e o silêncio do mundo em retorno. Então, ou seja, o silêncio do mundo é a indiferença do mundo. E aqui, pela primeira vez, ele se abria a essa tenra indiferença do mundo. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel, enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs les jours de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. E aí ele termina, a gente tem a impressão de que vai ser um pouco mais esperançoso, né? Uma espécie de libertação, de aceitação, mas aí ele pede que haja muitos espectadores no dia da execução dele e que eles o recebam com gritos de ódio. Et ça, c'est la fin du texte. Est-ce que vous avez des questions
par rapport à cette discussion du texte? Non. Mais vous voyez comment c'est bien emprunté la relation de la réflexion de Camus, la réflexion philosophique et la réflexion littéraire, n'est-ce pas? Je pense qu'elles sont beaucoup plus proches que la réflexion philosophique de Sartre et ce qu'il propose dans les textes philosophiques, au moins avec un langage littéraire. Le langage littéraire de Sartre, à mon avis, n'atteint pas, non atinge les niveaux que Camus arrive à atteindre. D'accord? Donc, je suis toujours en dette avec vous et je vais préparer l'activité sur les avant-gardes et l'activité sur l'étranger de Camus. D'accord? Atividade sobre o livro L'étranger de Camus vai ser simples. Ela é simples, mas ela exige ter acompanhado as aulas e ter lido o livro, tá? Eu vou dar para vocês algumas semanas, tanto para uma quanto para outra, dessas atividades, mas vai ser bem simples. Ela é simples na proposta. Vocês escolherem os temas, a atividade já está escrita, está pronta e bem explicada. Então, escolher uma das 3 perspectivas para explicar, ou fazer um comentário sobre a obra, que é a presença da morte, da responsabilidade e da liberdade. Tá? Porque a gente falou da liberdade no texto do Sartre, né? Então a liberdade de atos, de escolhas e tudo mais, como que isso se dá nesse livro, aonde que se dá, ou em que partes, né? Porque tem mais de uma parte em que a gente pode refletir sobre a liberdade, onde que a gente pode refletir sobre a responsabilidade do personagem e sobre a questão da morte. Que esse é um livro todo perpassado pela morte, né? A morte da mãe, que abre o livro, a morte do árabe, que termina a primeira parte, e a perspectiva da morte do Merceau, da execução, na segunda parte. Ok? Mas aí eu vou postar a atividade, vou postar da vanguarda, que eu estou devendo há tempos, e vou dar para vocês aí umas 3 semanas, 2, 3 semanas para responder. Ok? Alguma dúvida ou terminamos aqui? Ok? Donc, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Donc, 2 secondes. La semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, on aura cours mardi et jeudi. Donc, on aura cours 2 jours la semaine prochaine. D'accord? Donc, merci beaucoup. Bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Prof, Merci. seulement une question. Le Oui. chronogramme mis à jour, c'est dans le Teams déjà? Oui, en fait, je vais le remettre encore une fois parce que j'ai fait la correction de mardi dernier vers aujourd'hui. D'accord. Donc, je vais le faire là tout de suite. Non, merci. De rien. Monsieur Prof, au revoir. Merci, au revoir.